Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Je vous présente ici le deuxième épisode de la saga de Sagarmatha. Je l'ai intitulé « La merde s'installe ». Je plaisante, mais je ne plaisante qu'à moitié et je vais vous l'illustrer. Je rappelle, j'ai construit un chalet qui est estimé à environ 27 millions, un peu plus en fait, un des plus beaux chalets de Verbier, et la famille royale veut me l'acheter. Je propose le deal à la banque Piguet-Galland, et comme la famille royale veut installer dans la plus grande capacité d'accueil de Verbier, qui est le chalet Sagarmatha aujourd'hui encore, des événements comme Pitch at the Palace, le Forum de Verbier, le Wellness Center de la Duchesse d'York. Et on fait une demande, comme ils ont déjà un objet à Verbier, on fait une demande de dérogation à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par les étrangers. Elle est faillible, c'est une loi fédérale. Cette dérogation n'est pas accordée. Je parle donc à Xavier Auberson, maître Auberson, de l'étude Auberson, qui me dit que nous avons un préavis défavorable et que dès lors, ce ne serait pas bien d'avaliser le préavis défavorable en demandant une décision définitive des conseillers fédéraux, parce que ce sera publié et ça ne va pas améliorer les relations qui existent entre la Suisse et l'Angleterre. De plus, dans son préavis défavorable, clairement, pas le Conseil fédéral, mais les conseillers comparent les activités du prince Andrew à l'armement, c'est-à-dire à l'industrie de l'armement. Je ne pense pas que de son vivant, la reine aurait été très contente de savoir que la Suisse assimile les activités de son fils, le prince Andrew, aux activités de l'armement. Donc on évite l'incident diplomatique et on fait autrement. On dit, ok, très bien, on laisse tomber ça. La banque reçoit la nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle, ça veut dire qu'ils ont prêté de l'argent indirectement par mon intermédiaire à la famille royale d'Angleterre, c'est une évidence, j'ai dû quitter le chalet, c'est une vente cachée, et ils se rendent compte que ça risque de durer, parce que Maître Auberson me dit, on revient à la charge dans 2-3 ans, on démarre le Verbier Forum, et voilà. J'en parle à la famille royale, évidemment, ils sont un peu sous la douche froide, parce que comme on avait l'appui des politiques locaux, des politiques valaisans, des politiques de la commune, président et autres, ça devient un peu difficile. L'autre chose, évidemment, la banque, non contente d'avoir la famille royale comme client, par mon intermédiaire, accepte de signer ou pousse à la signature d'un contrat d'apporteur d'affaires. Parce que la famille royale, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais s'il y a une chose qu'il faut leur laisser, c'est qu'ils ont un carnet d'adresses de dément. Donc Sarah me propose de signer un contrat d'apporteur d'affaires avec la banque qui me rémunère à hauteur d'à peu près, je me souviens plus, 35-40%. J'ai le contrat, je pourrais le montrer si je dois le faire, évidemment. Et de payer mes taxes et de lui rétrocéder le reste, donc d'année en année. Donc ça veut dire que sur tout ce que gagne la banque avec un client amené par la famille royale, il touche 35% moins les taxes que je dois payer. Et tout se passe très bien, évidemment, moi je suis tout heureux parce que finalement j'ai toujours vendu des services financiers à des grandes institutions, des caisses de pension et autres pendant toute ma vie, donc je sais faire ça. Et je mets en avant le fait que Piguet-Galland, on ne peut pas rêver d'une meilleure sécurité pour des gens qui sont des multimilliardaires, puisqu'en fait, leur capital est protégé par l'État suisse. Je rappelle que Piguet-Galland appartient à 99,7% à la BCV, qui elle-même appartient à 67% à l'État de Vaud. Donc, si Piguet-Galland fait une bêtise, c'est évident qu'ils ont derrière la BCV et l'État de Vaud pour les protéger. Donc, en termes de protection du capital, c'est comme d'investir dans une banque qu'on appelle la Suisse. Vous risquez pas grand-chose. Je mets ça en avant. En plus, le Chief Investment Officer, je le connais personnellement, Daniel Varela, c'est un monsieur impeccable. Le Chief Investment Officer de la BCV, c'est top niveau. C'est des gens qui sont, mais
super compétent, je mets ça en avant et je parle régulièrement à différents clients potentiels, dont un leader mondial de son industrie que je bêlerai en temps utile si je suis obligé. C'est un monsieur qui pèse plusieurs milliards et puis qui me dit « Pascal, moi j'investis minimum 100 millions avec une banque parce que sinon ça sert à rien que je fasse le due deal, le due diligence, c'est-à-dire d'établir une relation. » Je lui dis, écoute, c'est parfait, on y va comme ça. J'organise le meeting avec la banque, il prend son jet privé, il va donc le lendemain venir à Genève, il me dit, écoute, viens me chercher à l'aéroport, ce sera super, on va ensemble à la banque et on fait le truc. Je lui dis, ok, pas de problème, on y va. Tout est organisé. Sarah m'appelle. Il dit « Salut Pascal, comment vas-tu? Oui, super Sarah, on a le premier rendez-vous avec tel et la banque pour déposer pas loin de 100 millions, c'est son prix d'entrée. » Il me dit « Ah super, bravo, c'est impeccable, je suis tellement content d'entendre ça, nickel. Mais juste une question, est-ce que tu as signé le contrat avec Piguet-Galland, le contrat d'apporteur d'affaires? » Je suis bien obligé de lui dire que non. Le département légal et compliance, M. Clyde Walter, n'a pas été fichu en une année, ou à peu près, de me produire le contrat qui faisait partie du deal initial. Bon, quand on avait discuté de tout ça, une des motivations de la banque, c'est d'augmenter les actifs sous gestion. C'est évident. Et quand on a accès au carnet d'adresses de rien moins que la famille royale d'Angleterre, on sait bien que la plupart des dirigeants des big tech, de tout le monde, vont venir. Hein, quand vous êtes invité à l'anniversaire de Sarah à Windsor, soyons clairs, vous arrivez, vous avez un premier garde de sécurité, qui sont des policiers normaux. Le deuxième rangée de policiers sont ceux avec les merveilleux bonnets, comme à l'entrée de Buckingham Palace, par exemple, et autres, on les connaît tous. On vous remet immédiatement un petit carnet avec tous les invités qui seront là ce soir, le menu, le déroulement de la soirée. C'est cadré. Vous entrez, vous passez par des escaliers somptueux, des corridors incroyables dans lesquels vous avez Matisse, Rembrandt, Picasso, les pistolets que Nelson a utilisés dans son duel X. C'est un musée. C'est dément. Pourquoi ? Parce que tous les artistes connus de la planète, chaque fois que la famille royale a un enfant, un prince qui naît, une princesse, les artistes, Picasso envoie une toile. Et je ne vous parle pas d'une petite toile bleu ciel, non, un truc qui fait 5 mètres de large, 3 mètres de haut, c'est dément. C'est un musée. Bref. Vous arrivez là, vous entrez dans des locaux qui, c'est des pièces somptueuses, vous faites l'apéritif, tout d'un coup, toc, 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 ça sonne, voilà, dinner is being served, ladies and gentlemen. Et il y a une porte qui s'ouvre, vous entrez dans une salle à manger qui doit faire 120 mètres de long par 40 mètres de large, où en toiture, vous avez les armoiries de toutes les familles qui, sur des siècles, ont servi, prêté allégeance et servi la royauté britannique. C'est clair qu'il n'y a pas un milliardaire au monde qui peut vous recevoir comme ça. Vous avez des merveilleuses tables de 8-10 personnes. Par table, vous avez plus de gens qui font le service que de convives autour de la table. Et ils vous font un service avec un sourire jusque-là parce qu'ils servent non rien moins que la royauté britannique. C'est extraordinaire, vous vous rendez même pas compte. Bref, ils ont un carnet d'adresses, vous avez tous les top célébrités qui viennent, vous avez le chanteur, je vais pas le mentionner de nom, mais qui a composé une petite chanson exprès, l'écrivain machin qui a écrit un texte, etc. C'est de la science-fiction, c'est merveilleux en même temps, mais voilà. Et je reviens à mon histoire de contrat d'apporteur d'affaires. Donc, ils sont bien placés pour mettre en contact une banque comme Piguet-Galland, qui appartient, je le rappelle encore une fois, à la BCV, et amener des clients ultra prestigieux. Donc, j'organise le meeting. Tout est bon pour 100 millions à être déposés le lendemain matin. Puis, Sarah m'appelle, donc, elle me dit, est-ce que tu as le contrat? J'ai dit, écoute, non, mais ce sont des gens sérieux, ne t'inquiète pas, ils m'ont garanti qu'on aurait le contrat, et je l'ai eu quelques semaines plus tard. Donc, c'était vrai, ce que je disais était vrai. Vous me croyez ou non? Dans les 15 minutes, j'ai le monsieur qui devait venir avec son jet privé à Genève, j'allais le chercher à l'aéroport pour aller ensemble voir les exécutifs de la banque, il me dit « Ah Pascal, écoute, je suis vraiment désolé, j'ai un empêchement de dernière minute, je ne peux pas venir. »
Le contrat était foutu. Plus jamais Sarah n'a poussé à ce que je puisse, par mon intermédiaire, rencontrer des gens qui investissaient de l'argent à la banque. Donc, pas de dérogation à la LFAIE, les banquiers se rendent compte que, évidemment, c'est super dangereux pour eux, parce que, encore une fois, surendettement, dérogation à la loi fédérale pas obtenue, donc en fait, c'est clairement, ils sont dans l'illégalité la plus totale. Le contrat d'apporteur d'affaires a merdé, voilà. Et à ce moment-là, moi j'ai toujours du capital, enfin, je paye les intérêts, tout ça. Et puis, le chalet, il est occupé de temps en temps par les royaux, il est occupé par les gens, leurs contacts, leurs amis, ils les envoient là-bas. Et puis, mais ça ne rapporte rien. Donc, j'appelle, je dis, mais il faudrait quand même que ça rapporte quelque chose, ça paye au moins les intérêts. Alors là, ils me mettent en contact avec Bramblesky, qui est une de ces agences de grand luxe qui loue les plus beaux chalets de Verbier. Il y en a plusieurs, ils ne sont pas les seuls, mais la famille royale était en contact avec eux, donc c'est comme ça que ça se passe. Et puis, évidemment, les royaux veulent faire un certain nombre de rénovations. C'était en principe à leur charge. Mais de guerre lasse, je propose de financer les rénovations dans ma naïveté, pensant qu'ils allaient être honnêtes avec moi et me rembourser. Bon, c'est la vie. Alors vous me direz que c'est moi qui suis complètement débile, mais voilà, moi je pars du principe que ce sont des gens honnêtes qui tiennent parole et qu'on va pouvoir faire quelque chose ensemble. J'ai encore l'espoir de faire venir le forum de Verbier et autres dans l'enceinte de Sagarmatha. À ce moment-là, je finance 2 millions et je leur demande quand même de me rembourser les 2 millions qu'ils me doivent, que j'ai versés pour l'entrée dans le capital de la holding Dior. Je n'ai jamais reçu les titres, c'est une évidence, ils m'ont rien envoyé. Donc ils n'ont pas tenu parole par rapport à moi qui ai versé, et je peux le prouver, j'ai les actes de virement qui sont à ma disposition, c'est une évidence. Donc, bref. Je suis à un moment donné, après avoir fait les rénovations, nous louons à travers Bramblesky, et dans ma grande naïveté, j'ai fait un accord verbal avec eux, comme quoi, après paiement des taxes, comme ils ont acheté le chalet par l'intermédiaire de la banque qui les couvre, je leur rétrocède les revenus locatifs. Jusqu'au moment où ma femme pète un câble, je peux le dire de cette façon, mais dit « Mais Pascal, c'est insensé, on ne couvre pas les intérêts, on ne couvre pas les prix des charges du chalet, parce que même si c'est un chalet fabuleux avec une isolation périphérique, on paye quand même minimum 10-15 000 francs par année pour le chauffage, quelques milliers de francs pour l'électricité, etc., etc. » Donc, j'appelle nos amis des royaux et je me souviens d'une conversation que j'ai avec Toby et Antonia, qui sont deux de leurs conseillers, et qui me disent « Mais Pascal, tu as fait un argent obscène grâce à la couverture des royaux. » Ils ne comprennent pas une chose, c'est qu'un crédit, ce n'est pas de l'argent que tu as gagné, c'est de l'argent que tu empruntes. Mais dans leur idée, dans leur concept, c'est de l'argent qui est là. Donc, c'est à eux. Mais je leur dis, mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais ils sont tellement pas des businessmen, ils ont d'autres qualités. Les gens qui servent la royauté ont une fidélité qui est admirable. Ils ont une fierté de servir la royauté qui est quelque chose de fantastique. J'adore, c'est merveilleux à voir. Oui, mais ils sont complètement ignorants des principes de business les plus élémentaires. Donc je me souviens encore la brave Antonia qui me dit « Oui, mais tu as fait un argent obscène avec ça. » Mais je lui dis « Mais Antonia, j'ai pas fait d'argent, j'ai emprunté sur l'acquisition du chalet par la famille royale britannique. » Bon, bref. La banque a couvert le truc parce qu'elle y voyait son avantage, tant est que la culture d'entreprise, c'est profit, profit et profit. Voilà, et les lois, bon, je ne vais pas dire qu'on s'en fout complètement, il faut faire un peu attention. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la plupart des banques, ce qui dirige la banque, c'est le département légal et le département de compliance. C'est une évidence, parce qu'ils ont bien compris que les erreurs majeures allaient leur coûter très, très, très cher.
Et sur ces entrefaites, on restructure, on commence à louer, j'arrête de payer les locations en direct aux royaux, et puis là c'est un peu le no man's land, on ne se parle plus. La banque, elle sent le truc, et puis petit à petit, elle se dit, bon, je vais récupérer mes billes, et il faut que j'améliore mon compte de perte de profit. Et c'est là qu'elle va vouloir commencer à augmenter les taux d'intérêt. Et ça ira même par rapport à l'endettement jusqu'au moment où, entre les royaux et moi, je leur dis, bon, vous ne m'avez pas livré les titres, remboursez-moi les 2 millions que vous me devez, ou 1,8 million, mais avec les intérêts, puis j'avais reversé pas mal de revenus locatifs, donc on était à plus de 2 millions. Et évidemment, refus catégorique, etc., jusqu'au moment où j'ai dû placer un séquestre sur leur chalet. Et vous l'avez peut-être vu dans les journaux ces dernières semaines, mais voilà, les relations se sont petit à petit envenimées. Je vous remercie pour votre aimable attention. C'est la fin de cet épisode et je vous retrouverai dans le prochain épisode de la saga de Sagarmatha. Paix à vous, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.